La plupart des gens croient que les guerres commencent avec de la poudre à canon. Mais Napoléon savait que tout commence plus tôt, dans l'esprit. Avant qu'une armée ne marche, une idée doit naître. La peur, l'orgueil, l'ambition, ce sont là les véritables déclencheurs. Il étudiait l'état psychologique de ses ennemis, savait que s'il contrôlait leur peur, il contrôlait le résultat. Quand un général doute, toute l'armée vacille. Voilà pourquoi Napoléon a remporté tant de batailles sans combattre, parce que les soldats ennemis étaient déjà vaincus de l'intérieur. Napoléon contrôlait l'histoire avant même qu'elle ne se produise. Il faisait circuler des rumeurs de victoire qui n'avaient pas encore eu lieu. Il faisait en sorte que les journaux français glorifient de petits faits comme s'ils étaient des miracles. Il avait compris que les masses croient ce qui semble réel, pas ce qu'il est vraiment. Il construisait un récit où il était invincible, et cette peur faisait le travail à sa place. Ses ennemis entraient en guerre déjà soumis à la légende de ce qu'il représentait. Napoléon ne fuyait pas la peur, il l'utilisait. Il savait que la peur est un instinct puissant, capable de faire s'effondrer des empires. Mais au lieu d'en être victime, il en devint le maître. Il lançait des campagnes rapides et brutales, donnant aux ennemis l'impression d'être traqués. Il n'avait pas besoin de dire qu'il était impitoyable. La peur le faisait pour lui. L'anticipation de l'attaque causait plus de chaos que l'attaque elle-même. C'était là son génie. Pendant que les autres se perdaient, dans la pression du champ de bataille, Napoléon restait silencieux. Il observait tout avec froideur, avec calcul. Il savait qu'on ne peut pas tout contrôler autour de soi, mais que si l'on contrôle son intérieur, on contrôle l'essentiel. Sa présence ferme faisait croire à ses officiers que tout était sous contrôle, même quand ce n'était pas le cas. La guerre extérieure n'était que le reflet de la paix intérieure qu'il cultivait. Napoléon construisait son image comme on érige une forteresse. Il se présentait comme un homme choisi par l'histoire, au-dessus des autres. Il portait les symboles d'un empire avant même d'en avoir un. Il parlait comme un empereur avant même d'être couronné. Il avait compris une règle. Si tu parais fort, les autres croiront que tu l'es, et lorsqu'ils y croient, tu le deviens. Son mythe gagnait les batailles avant que la poudre n'ait parlé. Il dépeignait ses ennemis comme cruels, injustes, arrogants, et lui-même comme le libérateur. Cette inversion émotionnelle poussait le peuple à se battre avec ferveur, avec foi. La guerre cessait d'être politique pour devenir personnelle. Il savait, l'homme qui croit se battre pour la justice ne connaît pas la peur. Et cela est plus dangereux que n'importe quel canon. Ce n'était pas qu'une question de stratégie militaire, c'était de la terreur psychologique. Napoléon attaquait avant que ses ennemis soient prêts. Il apparaissait là où il n'était pas censé être. Ses mouvements étaient rapides, imprévisibles. Cela semait l'insécurité. L'ennemi perdait le contrôle du récit. Une armée qui perd le contrôle perd la tête. La vitesse devint une arme psychologique plus létale qu'une baïonnette. Napoléon révélait rarement ses véritables intentions. Ses yeux ne disaient rien. Ses paroles étaient mesurées. Cela créait de l'inconfort. Le silence est un miroir. Celui qui le regarde y voit sa propre peur. Et les autres y voyaient leurs propres démons. Cela le rendait imprévisible, et l'imprévisible est dangereux. Même entouré d'incertitudes, Napoléon affichait une conviction totale. Cette confiance était contagieuse. Des soldats exécutaient des ordres suicidaires parce qu'ils croyaient en lui, et ils y croyaient parce qu'ils croyaient en lui-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise psychologique. Un chef qui doute tue sa troupe. Celui qui croit même sans preuve soulève des montagnes. Napoléon ne niait pas ses défaites. Il les utilisait comme carburant. Quand il perdait, il modifiait le discours. Nous n'avons pas été vaincus, nous avons été trahis par le destin, mais nous reviendrons plus forts. C'était la psychologie du retour. La douleur se transformait en soif de revanche. Et le peuple y croyait. Car il donnait l'impression que perdre faisait partie du plan. Napoléon exploitait la panique collective. Il savait qu'un soldat peut être courageux seul, mais qu'en groupe, la peur se propage comme une épidémie. Il frappait les points faibles, faisait croire que la fin était inévitable.
La terreur se diffusait comme un virus. Quand une armée perd son élan collectif, elle s'auto-détruit. Napoléon n'avait même pas besoin de frapper, il se présentait comme inévitable, comme une force supérieure, comme un homme envoyé par le temps lui-même. Cette croyance presque religieuse brisait les défenses rationnelles. Celui qui croit combattre le destin a déjà perdu. Napoléon utilisait cela comme une armure psychologique. Sa présence était plus qu'humaine, elle était historique. Des explosions émotionnelles, jamais avec lui. Napoléon s'entraînait à ne pas réagir. Il savait que le self-control est un pouvoir. Sur le champ de bataille, celui qui montre du désespoir perd son autorité. Il pouvait être encerclé, et pourtant calme. Car ce qui vient de l'intérieur détermine ce qui se passe à l'extérieur. Il préférait conquérir les cœurs avant les corps. Il savait qu'un homme sans âme pour se battre ne résiste pas longtemps. Ses discours n'étaient pas seulement tactiques, ils étaient spirituels. Ils touchaient l'orgueil, l'histoire, l'honneur. Il ne commandait pas des soldats. Il commandait la foi, drapeau, hymne, uniforme. Tout chez Napoléon était symbolique. Il comprenait que le cerveau humain a besoin de repères visuels et émotionnels. Il créa un empire de symboles. Quand quelqu'un voyait le N doré, il ressentait quelque chose. Quand on parlait du petit caporal, on imaginait un chef proche. La psychologie des symboles rendait sa présence omniprésente, même à distance. Il n'attaquait pas toujours. Parfois, il observait seulement. La patience stratégique est une arme en soi. L'ennemi qui attend une attaque qui ne vient pas perd son équilibre. L'esprit inquiet commence à s'effondrer. Et lorsque l'attaque réelle arrive, il est déjà trop tard. Il savait que la peur la plus profonde d'un homme est de devenir son ennemi. Napoléon poussait les autres, rois à abandonner leurs principes pour le combattre. Ils devaient devenir aussi agressifs que lui. Et ce faisant, ils perdaient leur identité. Vaincre par corrosion morale. Une victoire sans sang. Tandis que les autres réagissaient au présent, Napoléon anticipait l'avenir. Il ne répondait pas à l'instant. Il façonnait le lendemain. Cela lui donnait un avantage mental. C'était comme combattre quelqu'un qui connaissait déjà ton prochain mouvement. Il se plaçait mentalement là où il voulait être et y entraînait les autres. On disait qu'il suffisait que Napoléon entre dans une pièce pour que tout change. Son regard était ferme, tranchant, calculé. Il entraînait ce regard, car il savait que le premier impact est psychologique. Un regard qui ne vacille pas est un ordre, et un général qui commande par les yeux commande tout. Le plus grand ennemi de Napoléon, c'était Napoléon. L'esprit qui avait conquis le monde fut le même qui causa sa chute. L'ambition, démesurée, l'isolement émotionnel, l'épuisement intérieur. Au final, la guerre mentale qui avait vaincu des empires l'a dévoré. Et c'est ainsi pour tous. Celui qui ne se vainc pas lui-même sera vaincu de l'intérieur.